l'intérêt de l'utilisation de l'imagerie de fusion, les conflits d'intérêts. Donc, en cardiologie interventionnelle, on a besoin de plusieurs types d'informations. On a besoin d'une information anatomique, qui est indispensable, la taille des cavités, la taille d'une valve, d'un anneau, les longueurs des feuillets, l'aspect épaissi, calcifié ou non d'une valve, la taille de l'oreillette, du ventricule gauche. Et ces informations nous sont données par l'échographie, qu'elle soit transthoracique ou transœsophagienne, et par le scanner. Vous voyez ici une prothèse percutanée mitrale de type Tendyne, en échographie, en scanner, et maintenant le scanner est l'examen de référence pour toute planification d'intervention de remplacement valvulaire percutané, que ce soit aortique, tricuspide ou mitral. Donc nous avons des outils pour avoir cette information. Ensuite, nous avons besoin d'une information fonctionnelle, la fonction d'une cavité, le ventricule gauche, la fonction d'une valve, d'une prothèse. Et cette information, nous pouvons l'obtenir facilement avec l'échographie et le scanner. Ici, vous avez une image de thrombose de prothèse mécanique mitrale en échographie transœsophagienne à gauche et en ciné-scanner à droite. Un ciné-scanner qu'on réalise maintenant de façon assez préférentielle en remplacement de l'ancien radiocinéma de valve. Nous avons besoin aussi d'une information surtout en temps réel, puisque au cours de l'intervention, il va falloir monitorer notre position dans les cavités cardiaques, il va falloir monitorer les complications potentielles, le résultat immédiat, l'optimisation du résultat s'il y a besoin. Cette information nous est donnée par l'échographie transœsophagienne essentiellement et par la scopie. L'inconvénient de ces deux modalités, c'est que ce sont, de la scopie en tout cas, c'est une imagerie 2D où on n'a pas du tout de repère de profondeur qui peut être donné en complément par l'échographie, que ce soit en biplan ou en 3D. Ici, vous avez un valve in ring et ici une post-dilatation d'un TAVI. Pourquoi l'imagerie de fusion est-elle nécessaire ou en tout cas va-t-elle devenir nécessaire ? Elle permet une chose, c'est une meilleure compréhension de l'ensemble de l'équipe sur la procédure, que ce soit sa planification, sa réalisation et même les résultats. On n'a pas besoin de reconstruire mentalement, intellectuellement, les différentes imageries. Quand vous avez un scanner et que vous avez une échographie, il faut pouvoir intégrer ces deux modalités et en fonction de nos surspécialités, on n'a pas forcément la possibilité ou la faculté, en tout cas en début d'expérience, d'interpréter une scopie pour un échographiste et d'interpréter une échographie pour 3D ou complexe en multiplan pour un cardiologue interventionnel. Ça permet de planifier les procédures de façon plus précise, d'optimiser le succès possiblement, ce n'est pas prouvé scientifiquement, et ça permet par contre de réduire l'exposition aux rayons X et également l'injection de produits de contraste. Donc qu'est-ce qu'il existe ? Et en fait, on a déjà plein d'imageries de fusion qui existent, qu'on utilise au quotidien. Le PET scanner en est une, mais j'en parle pas là puisque ça ne fait pas partie du structurel, mais le PET scanner est une de ces modalités de fusion. En interventionnel, nos collègues vasculaires et rythmologues l'utilisent depuis très longtemps. La fusion entre l'oreillette gauche en scanner pour le mapping et l'ablation de fibrillation atriale, pour les endoprothèses aortiques et vasculaires en chirurgie vasculaire, c'est utilisé pour éviter l'injection de produits de contraste. On l'utilise également, nous, dans notre centre, pour les ablations, les réductions septales des CMH, les alcoolisations, où on utilise un scanner préalable pour repérer les artères septales. On fait un mapping de la zone du bourrelet à ablater et à alcooliser, et on peut ainsi repérer, vérifier que la septale que l'on veut choisir pour l'alcoolisation va bien dans la zone d'intérêt sur le scanner, qui est après confirmé par échographie avec écho de contraste. Il existe également, par nos collègues de General Electric, une possibilité de faire de la fusion entre l'échographie et le scanner. Alors, le scanner, évidemment, n'est pas dynamique, on ne l'a pas en live pendant la procédure, mais on peut avoir l'échographie live de la procédure surimposée au scanner, et ça peut être utile, par exemple, dans ce type de procédure qui est une procédure Tendyne, une procédure percutanée, de remplacement percutané mitral par voie apicale, où avec les cônes d'ombre, l'évaluation de la chambre de chasse résiduelle est parfois complexe,
et la surimposition de l'échographie sur le scanner nous permet de mieux voir la chambre de chasse résiduelle. Donc ça peut être intéressant sur la limite, bien sûr, que le scanner n'est pas en temps réel. Ensuite, il existe un outil qui est développé par Philips qui s'appelle l'Echo-Navigator, qui lui fait la fusion entre l'échographie et la fluoroscopie. Au sein de, je vais vous présenter principalement cet outil avec les différentes possibilités qu'on a. Donc, la première possibilité de fusion est l'utilisation de marqueurs. C'est-à-dire que vous repérez le centre, le point d'intérêt sur votre échographie en 3D, biplan de préférence. Vous positionnez un marqueur à cet endroit-là, par exemple une fuite périprothétique dans le cas présent, et vous validez votre marqueur qui apparaît automatiquement sur la fluoroscopie. À partir de là, pour le cardiologue interventionnel, il est plus simple de s'orienter, d'orienter son cathéter pour aller passer à travers de cet orifice en suivant le marqueur. Vous allez voir ici, dès qu'on suit le marqueur, hop, on passe à travers cet orifice pour aller dans l'oreillette gauche et ainsi déployer une prothèse. Donc, il y a cet outil de marqueur. Il y a également l'outil de surimposition de l'échographie sur la scopie, comme cet exemple de fermeture de CIA, où le cardiologue interventionnel doit à la fois regarder sa scopie et l'écho pour vérifier que la prothèse descend au bon endroit, qu'elle ne passe pas dans l'orifice de la CIA. Et on peut avoir cette surimposition sur la scopie directement et voir la prothèse descendre sur les tissus qui ne sont pas visibles en scopie, sans injection du moins. Ensuite, il y a aussi la possibilité, qui est à mon sens plus gadget parce que c'est compliqué d'interprétation, de surimposer le 3D directement sur la scopie, comme ici, pour des fermetures de fuite périprothétique, par exemple. Mais là, l'interprétation est plus complexe et souvent, on ne voit pas du tout le guide bouger sur la scopie puisqu'il y a un volume d'information échographique qui est trop important. Mais cet outil existe également. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Heart Model, qui est la capacité de modéliser l'ensemble des cavités cardiaques sur une acquisition 3D full volume et de synchroniser cette acquisition 3D full volume avec la scopie et avec l'orientation du bras de scopie. Donc ici, c'est un exemple d'acquisition full volume avec les cavités droites qu'on peut retirer. Je retire l'oreillette droite, le ventricule droit, il reste le ventricule gauche, l'oreillette gauche, l'aorte. Et on a ainsi la possibilité de faire bouger le volume 3D dans tous les plans de l'espace et de voir éventuellement des fuites résiduelles qui pourraient rester, qui va nous orienter avec l'utilisation de la fusion pour la procédure. Ici, c'est une application de donc là, ce que je vous avais montré, c'est vraiment le concept. Et là, on a, par exemple, pour une prothèse Tendyne, utilisé le Heart Model sur les cavités cardiaques gauches. Donc, vous avez en haut ici la fusion, ici une vue en échographie transœsophagienne, vue chirurgicale. Donc, vous voyez la mitrale qui s'ouvre ici, la prothèse qui est au centre de la valve. Et on a, sur cette vue 3D, on n'a pas trop de notion de profondeur, mais on doit s'orienter sur cette vue 3D. Le Heart Model nous permet de voir qu'on est bien sur l'anneau mitral, bien axé sur la valve mitrale, et on veut déployer la prothèse en ayant un repère sur la scopie un peu plus, pas précis, mais on a les deux informations en une. Ici, sur une procédure un peu plus complexe de mitraclip chez un patient qui a une impella pour une dysfonction ventriculaire gauche très sévère, on voit ici la vue chirurgicale habituelle de l'ETO 3D avec couleur. Pour faire notre procédure, voir la fuite résiduelle, ça c'est habituel. Le Heart Model acquis est retranscrit sur la scopie avec l'aorte, l'impella qui passe ici à travers la valve aortique et l'interaction potentielle des clips avec l'impella au cours de la procédure. Ça nous aide aussi, le Heart Model peut être appliqué sur les cavités droites. Ici, c'était un remplacement valvulaire percutané tricuspide. On utilise le 3D avec l'option multiplan pour vérifier qu'on est correctement dans l'axe et vérifier tous les picots de la prothèse et leur déploiement autour des feuillets tricuspides. Et on a aussi la possibilité d'utiliser la fusion avec un surmarquage. C'est-à-dire que on avait activé la fusion et rajouté un anneau ici en rouge matérialisant l'anneau tricuspide pour avoir un double contrôle. Et on peut ainsi avoir l'orientation du cathéter, voir comment il est orienté par rapport à l'anneau et voir que la prothèse se déploie bien dans la partie ventriculaire
de l'anneau. Donc c'est une aide lorsqu'il y a des mouvements à faire avec le cathéter pour vérifier qu'on est toujours situé au bon endroit par rapport à l'anneau, sans être obligé de switcher tout le temps sur l'échographie s'il y a besoin. Donc quelles sont les prochaines étapes? Parce que vous voyez qu'on a déjà pas mal d'outils qui peuvent être utilisés. Les prochaines étapes, c'est l'intelligence artificielle, alors qui n'est pas particulièrement pour le PER procédural, mais pour tout ce qui entoure la procédure, même si tous les outils que je vous ai présentés font déjà appel à l'intelligence artificielle. On aura la possibilité, j'en suis sûr, de pouvoir intégrer tous les paramètres du patient, que ce soit ses paramètres démographiques, cliniques, biologiques, d'imagerie, et avec des algorithmes qui ont été établis et qui apprendront au fur et à mesure que des données seront entrées, la possibilité de dire ce patient doit avoir une intervention, tel type d'intervention, cette prothèse-là, ce serait celle-là qui correspondrait le mieux, et probablement un jour on arrivera à ces algorithmes. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et ces algorithmes seront là pour aider l'humain à choisir le traitement le plus adapté, le suivi le plus adapté, et tout ça pour le bénéfice de nos patients, bien sûr. Autre innovation technologique qui arrive tout doucement, c'est la réalité augmentée, qui existe déjà dans certains milieux, mais en médecine, on l'a pour l'enseignement un peu moins pour le thérapeutique pour le moment. C'est la capacité d'avoir en une reconstruction 3D, une vraie reconstruction 3D qu'on pourrait bouger dans l'espace d'un organe. Par exemple, on pourrait penser extraire le cœur du patient, le mettre devant soi, le découper avec ses mains et s'orienter et voir la procédure directement comme si on était dans les cavités cardiaques. C'est également possible, ça commence à se développer, il y a des premières innovations qui sont faites sur le vasculaire pour éviter de réinjecter les patients et éventuellement pour suivre le cathéter tout au long de son cheminement au travers du patient, en surimposition au patient. Pour ça, ça nécessite des lunettes holographiques. Et toutes ces innovations vont nous permettre probablement de pousser plus loin les limites des thérapeutiques non invasives. Et le message principal, c'est que ça nous permet, en tout cas nous, on l'utilise plus comme, c'est pas utilisé comme un gadget dans notre centre, on l'utilise pour toutes les procédures, au moins pour s'approprier l'outil, pour suivre les innovations technologiques et être capable d'utiliser au mieux ces technologies au fur et à mesure de l'évolution des thérapeutiques. Ça nous a permis surtout d'avoir une meilleure compréhension, je pense, de l'ensemble des acteurs de la Heart Team interventionnelle. Ça va devenir probablement un standard en cardiologie, notamment interventionnelle. Et pour le moment, il va falloir qu'on intègre ça à notre pratique et qu'on s'approprie les outils de façon appropriée. Je vous remercie.